Donc voilà, là il y a deux corps. Deux corps, je sais qu'en France on n'a pas envie de voir les blessés. Moi je vous les montre, je suis désolée, la guerre c'est ça. La guerre c'est ça. Alors si vous pouvez l'arrêter cette guerre, arrêtez-la parce que voilà ce que c'est la guerre. C'est des gens qui meurent, c'est des civils. Là on s'avance pas, c'est très dangereux. Mine. Ça pète. Вырос в подвале я. И теперь мои внуки должны... Je suis désolée. Oh putain, venez monsieur. Monsieur, venez, venez. Donnez-moi la main. Venez. Les gens ont envie de mourir maintenant, tu vois. Venez. Мы уже не боимся ничего. Elle n'est pas écorchée à vif, loin s'en faut, mais elle déteste les bureaux feutrés parisiens et certains pleutres qui les peuplent. Sous les bombes en Azerbaïdjan ou au Donbass, elle se bat pour les conditions des civils, peu importe le camp. Anne-Laure Bonnel nous a rendu visite. Alors, le Donbass n'a pas été suffisamment réfléchi en 2014. Il a été l'élément déclencheur de la guerre civile en Ukraine et dans son continuum a été la suite de l'invasion du 24 février. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2014 dans le Donbass et qui aurait dû être davantage considéré? On avait déjà de fortes tensions entre deux parties de l'Ukraine, et là je résume très grossièrement, sans rentrer dans les détails, entre une partie russophone, russophile, une partie plutôt portée côté Europe, dite pro-Maïdan. Mais avant même que les combats commencent, il y avait déjà dans cette zone-là, notamment à Odessa, des tensions très importantes. En mai 2014, plusieurs pro-russes faisaient l'objet de combats assez sanglants et ont été brûlés vifs lors d'une manifestation entre pro-russes et pro-Maïdan qui a très mal tourné. La manifestation s'est terminée avec plus de 50 morts côté pro-russe. À ce jour, on est donc en 2023, il n'y a toujours eu aucun jugement ni enquête sur ce qui s'est passé en mai 2014. Donc vous voyez bien que le Donbass était déjà une zone, un oblast, une région problématique avant même le début de la guerre. Les premiers combats ont commencé également à Slaviansk. Ils ont fait énormément de morts. C'est d'ailleurs dans cette période-là, début 2014 jusqu'aux accords de Minsk en 2015, décembre, janvier, février 2015, où on a eu le plus de morts dans le Donbass. On a comptabilisé environ, et vous savez que c'est très difficile d'être précis sur le nombre de morts, parce que pendant une guerre, évidemment, chacun cache ses pertes, mais on a parlé, aussi bien côté OSCE que des enquêtes d'ONG ou autres, de 14 000 morts, militaires et civils, des deux côtés. Donc ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que le Donbass était une zone de combat, une zone avant même le début des combats de tension, avec des dissensions meurtrières. Je reviens là sur Odessa. L'entente déjà entre l'Est et l'Ouest de l'Ukraine ne fonctionnait pas. Elle était ponctuée d'événements sanglants, de manifestations sanglantes. Et tout ça a été le résultat, tout d'abord, de la révolution de Maïdan, que je ne critique pas, tous les peuples ont le droit de faire une révolution, mais cette révolution, on le sait aujourd'hui, a été des deux côtés plus ou moins manipulée. Alors ça, on a encore du mal à le dire, mais c'est une réalité. Manipulée par des forces pro-russes, manipulée par des forces pro-américaines. Et très rapidement, l'Ukraine et le Donbass en particulier se sont retrouvés au milieu de tensions déjà dites qu'on peut qualifier d'internationales,
qu'on n'a pas suffisamment considéré et qui était déjà source de fortes tensions. C'est à partir de là et de ces nombreux décès et également des prises de décision que nous n'avons à ce jour pas suffisamment réfléchi, et je dis ça, ce n'est pas pour légitimer le conflit, mais pour l'éclairer. Suite au conflit dans le Donbass, le gouvernement de Kiev a catégorisé cette zone comme dite terroriste, les deux oblasts de Donetsk et de Lugansk, qui font partie de ce qu'on appelle le Donbass, et c'est suivi la coupure des aides, des retraites, des indemnisations des pensionnés, l'accès à l'aide humanitaire était quasi impossible. Et donc l'oblast de Donetsk et Lugansk, qui fait partie de ce Donbass, a été coupé du reste de l'Ukraine et isolé. Et a fait l'objet, des deux côtés, de bombardements, donc de la part aussi bien de Kiev sur cette zone dans le Donbass, que la population dite pro-russe, pour simplifier, de l'autre côté. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, ce que j'ai répété, et qui a posé énormément de problèmes à la population de Donetsk et Lugansk, donc à la population de ce Donbass que nous, occidentaux, on dit occupé, et de l'autre côté, avait le sentiment d'être libéré. Alors, ce n'est pas à nous de dire ce qui est juste ou injuste, là, c'est de l'observation distanciée, c'est de l'observation froide. Ces gens du Donbass, quand ils n'ont plus reçu ni leur retraite, lorsque les fonctionnaires n'étaient plus payés et qu'il y avait ces bombardements, se sont sentis désolidarisés de Kiev. C'est une réalité. Deuxième point à considérer, si vous reprenez les élections depuis 1991, cette partie de l'Ukraine frontalière à la Russie a toujours voté pro-russe. Là, vous pouvez reprendre les cartes des élections, et c'est une réalité. Elle a voté pro-russe pour différentes raisons. Déjà, sa situation géographique. Nous sommes donc à la frontière russe. Deuxièmement, c'est une population qui majoritairement est l'héritage et est née avant la dissolution de l'URSS, donc qui se sent encore une âme qu'on pourrait dire simplement soviétique, qui est d'obédience orthodoxe, l'autre côté c'est catholique. Donc on avait là tout un tas d'éléments qui éclairaient la coupure sociétale de ces populations, qui ne se sentaient plus vivre. Il n'y avait plus, pour être plus clair, de vivre ensemble. Il n'y avait plus de vivre ensemble en regard déjà des massacres d'Odessa. 50 personnes brûlées vives. Alors, bon, un jour il y aura une enquête. Il n'y avait plus de sentiment d'appartenance en regard des retraites qui n'étaient plus octroyées, etc. Et cette zone-là, comme je vous le dis, a été coupée du reste de l'Ukraine. Il y avait donc des checkpoints qui ont été installés et la population ne pouvait plus sortir ni entrer sans autorisation du gouvernement de Kiev. Donc elle était isolée. Elle était isolée parce que dite terroriste, et Kiev a considéré que cette zone pro-russe était en guerre contre le reste de l'Ukraine. Les choses ne sont jamais aussi simples que ça. Évidemment qu'il y avait une aide russe dans le Donbass, dit pro-russe, mais il y avait également une aide occidentale de l'autre côté. Vous voyez, donc c'est très compliqué. Et c'est là où on peut dire que malheureusement, ce pays, l'Ukraine et le Donbass en particulier, a fait les frais d'un manque d'analyse de sécurité post-91, où on n'a pas été capable, ni la communauté internationale, ni les Russes, ni les Ukrainiens, ni l'OTAN en général, de penser à un système de cohabitation qui puisse satisfaire l'ensemble des acteurs de cette zone-là. On le voit également dans d'autres aspects. Depuis 1991, il y avait eu des référendums
qui demandaient déjà une autonomie du Donbass et de la Crimée. Tout ça n'a pas été assez pensé et réfléchi. Donc finalement, la chute du mur, au lieu de régler déjà des tensions qui étaient extrêmement chaudes et dangereuses pour la sécurité de l'Europe, eh bien, ont été déconsidérées. Ensuite, il y a un deuxième facteur qu'il ne faut pas oublier et qui est tout simplement de la réelle politique. Et dans la réelle politique, il n'y a pas de morale, il y a simplement des intérêts. On peut retrouver les stratégies américaines en reprenant Brzezinski d'endiguement de la Russie, qui faisait partie, et ce que je vous dis n'est pas critiquable, hein, c'est simplement, il faut l'analyser en termes de relations internationales, à considérer que l'Ukraine était une zone pivot qui pouvait permettre, si l'Ukraine était rattachée à la Russie, d'avoir une puissance qui aurait été susceptible de mettre les intérêts américains en danger. Ça aurait pu installer la Russie comme une puissance aussi bien énergétique que agricole, etc. Et tout ça est relaté dans le Grand Échiquier, a été un facteur d'inquiétude post-91 sur l'influence que la Russie aurait pu encore avoir dans la zone. Donc au fur et à mesure, et après la dissolution de l'URSS, on a vu plus ou moins des ingérences diverses et variées de la part des Américains avec le financement de certaines ONG, la participation dans des élections politiques, le soutien à des révolutions en 2004, etc. Tout cela est pratiqué, j'insiste bien, par tous les pays, tous les États, partout dans le monde. Mais qu'est-ce que ça a généré, ce financement et cet élargissement en parallèle qu'il faut garder en tête des pays de l'Est qui ont intégré l'OTAN, à juste titre ou pas, hein, ça a généré un sentiment d'insécurité de la part des Russes qui ont eu l'impression d'être encerclés, de ne pas avoir de possibilité de rapport de confiance avec les Occidentaux, et a généré ce que moi je qualifierais d'un état des deux côtés, aussi bien occidental que russe, qui a frôlé la paranoïa. Et tout est parti de là. Donc vous voyez, il faut repartir de 91, faire un petit arrêt en 94 avec les référendums, reprendre 2004, 2008, ces tensions qui montent font grimper des influences au cœur même de l'Ukraine, qui est, comme vous l'avez justement dit, une zone pivot, un pivot parce que central, qui fait la jonction entre l'Europe et la Russie. Donc c'est un pays, malheureusement, pour lui, qui est mal placé, finalement. Hein, et ça, c'est tragique. Il est au milieu de deux fronts. Il est au milieu de tensions géopolitiques et diplomatiques qui n'ont pas, à mes yeux, été réglées dès 91. Et nous avons assisté à des échecs diplomatiques, à des ingérences, à des provocations qui ont déstabilisé le pays. Mais en parallèle à cela, il faut aussi reconnaître qu'il est légitime pour un pays d'avoir soit une aspiration pro-européenne, ça a été le cas de l'Ouest, pro-russe, c'est le cas de l'Est. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Et comme dans toutes les guerres, tous les conflits et toutes les relations internationales, quelles qu'elles soient, rien n'est résumable entre un camp du bien et un camp du mal, entre ces biens ou ces mal. C'est simplement la gestion des intérêts nationaux qui s'est jouée au cœur de l'Ukraine et qui a généré cette tempête et cette guerre aujourd'hui qui est terrible. On en est officiellement à 500 000 pertes dites de chaque côté, mais vous savez que c'est certainement très sous-estimé et qu'il faudra des années pour avoir le décompte juste des pertes. Une perte, c'est quoi? C'est des morts, mais pas que. Ce sont des gens qui ne sont plus aptes au combat. Alors dans les pertes, on inclut les civils et les militaires. Mais dans les pertes, pardonnez-moi, je vais être un peu
un peu dur dans ce que je vais vous exprimer, parce que c'est ce que j'ai pu voir sur le terrain. Les pertes, c'est quelque chose de grave que nous, les Occidentaux, avons oublié. Ce sont des amputés, ce sont des gueules cassées, ce sont des gens qui sont brisés psychologiquement. Ce sont des gens c'est une population qui est à 90% inapte à un retour à la vie normale. Parce que la guerre, ça broie les esprits, les corps, ce n'est pas ensuite une ressource humaine que vous pourrez de nouveau, sur laquelle vous pourrez compter. C'est une ressource, ce sont des ressources brisées. Donc il faut partir aujourd'hui d'un principe simple et d'un constat très amer, qu'à 2h20 de Paris, vous avez 500 000 personnes brisées, corps et âme. Alors, je peux que émettre des hypothèses et des réflexions et mes analyses qui sont les miennes propres. Mais d'une part, dès le départ, on aurait dû porter attention à ce que nous avaient dit les Américains. Jamais ne déploieront d'hommes sur le terrain. C'est un élément à considérer. Simplement au regard du nombre d'hommes qui potentiellement étaient sur le terrain côté Ukraine et la masse d'hommes en Russie. Deuxièmement, on sait que dès le départ de la guerre, et ça, pardonnez-moi, je fais un léger flashback, dès 2014, je l'avais remarqué, on avait déjà des problèmes dans les combats. Ça s'était très mal passé jusqu'en 2015, d'où les accords de Minsk. Il y avait eu beaucoup d'échecs et beaucoup de pertes côté ukrainien. Donc, ce qui s'est passé en 2022, moi, ne m'a pas étonnée, mais je vais revenir, mais c'est important de le dire. Il y avait eu déjà plusieurs mobilisations qui ont été un échec dès 2014. Donc, on aurait peut-être dû analyser l'échec des combats dès 2014 pour anticiper éventuellement comment ça aurait pu se dérouler sans hommes supplémentaires sur le terrain. Alors, on sait, et ça a été public, que dès 2014, le gouvernement ukrainien a fait appel à des volontaires de tout pays. On a eu des Canadiens, des Italiens, des Français, etc. Cette masse d'hommes n'a pas suffi. Aujourd'hui, on en est à l'appel au mercenariat. On sait, ça a été dit publiquement par les Ukrainiens eux-mêmes, c'est pour ça que je me permets de vous le soumettre. On sait qu'aujourd'hui se battent des Syriens. Donc, il y a un manque d'hommes patents. Et tout ça, ça pouvait très simplement se savoir en faisant un décompte. Ensuite, cet échec-là, eh bien, il a fait le jeu plutôt de la guerre de l'information auquel on a assisté, qui dès le départ en 2022 a parié sur un... En fait, je pense que cet échec aurait été possible si le pari qu'ont fait les Occidentaux était l'effondrement de l'économie russe. Et c'était ça, en fait, la solution. Si l'économie russe s'était effondrée, l'Ukraine aurait gagné. Ça, personne ne va vous le dire. Or, l'économie russe ne s'est pas effondrée, l'Ukraine ne pouvait pas gagner. Pas suffisamment de matériel. Alors, je ne suis pas un expert militaire, donc je ne vais pas m'engager sur ce terrain, mais tout ça a été relevé, hein, les avions, etc. La capacité à fournir des munitions, l'économie de guerre russe, l'industrie de défense russe. On sait qu'ils sont capables de produire de l'armement beaucoup plus rapidement. Les promesses qui ont été faites et qui étaient peut-être démesurées à l'Ukraine de fournir 1 million d'obus, aujourd'hui l'Union européenne reconnaît publiquement qu'elle n'est pas capable. Donc il y a eu des paris, hein, parce que malheureusement la guerre c'est un pari, on sait comment ça commence, on a des plans, on a des plans, mais ça ne se passe jamais comme prévu. Et s'il y a cet échec, à mes yeux, c'est parce que l'effondrement de l'économie russe n'a pas eu lieu et donc on n'a pas été capable d'anticiper l'après. Mais quand on s'est engagé publiquement, comme ça a été le cas, dès février 2022 en soutenant les Ukrainiens, et je tiens à dire que oui, c'était légitime de soutenir les Ukrainiens, parce qu'il y avait une guerre, là où ça a été dommage et regrettable, c'est de ne pas en parallèle avoir tout fait pour sauver, 1, les accords de Minsk, à minima, ou 2, appuyer des pourparlers de paix.
comme ça avait été le cas avec Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre israélien, dès mars 2022, qui avait essayé de sortir aussi bien l'Ukraine et la Russie de ce bourbier. Ça n'a pas été considéré, ça n'a pas été appuyé, ça s'est passé à Ankara, on voit aujourd'hui le résultat. Donc, appuyer humanitairement un pays qui est agressé, c'est tout à fait légitime. La guerre, c'est terrible. La Russie n'a pas respecté le droit international, bien que, moi, mon grand regret, c'est que dès 1991 et dès 2022, on n'ait pas appuyé diplomatiquement les accords de Minsk. Voilà, ça c'est une erreur que nous allons payer très longtemps, parce qu'on voit également que le monde a basculé avant 2022, mais ça s'est accéléré après le 24 février. L'échec est un échec de stratégie de guerre, parce qu'on a parié sur un effondrement qui n'a pas eu lieu, mais on savait pertinemment, les analystes sont suffisamment informés pour savoir que le rapport feu et le rapport homme n'étaient pas à la hauteur entre les Russes et les Ukrainiens. Et malheureusement, je crois qu'ensuite, la guerre, c'est terrible parce que c'est aussi un problème d'ego entre hommes, et je me permets de le dire parce que je l'ai vu sur le terrain, j'ai vu des hommes se battre, et je ne les condamne pas pour ça, mais je le constate. Et ensuite, vous partez en guerre. Quand vous avez communiqué 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 que vous allez gagner, quand vous avez fait appel au monde entier, que vous avez mobilisé des festivals de cinéma pour vous soutenir, que vous avez fait des annonces partout dans le monde, que vous avez été ovationné, faire marche arrière, mais c'est quasi impossible. Parce que vous avez engagé un pays, vous avez engagé des familles, des mères qui ont cru, qui ont envoyé leurs enfants. Donc comment vous faites marche arrière après une campagne de communication massive? Ça a été une... Il faut quand même... Là, on a oublié ça, mais revenons quand même sur cette campagne de communication. Ces fameux... Chut, vous vous souvenez de ces images? Taisez-vous, nous arrivons. Nous avons eu des personnes sur des plateaux que je ne citerai pas, mais une personne à qui j'en veux moralement, en fait. En termes d'éthique, une dame qui a été présente sur la plupart des plateaux d'une célèbre chaîne de télévision, qui tous les soirs a martelé que l'Ukraine gagnerait. Donc, on a vendu un espoir démesuré, et nous avons une part de responsabilité. Et cet espoir démesuré qui a été communiqué sur les réseaux sociaux, sur les chaînes Telegram, qui a fait l'objet de films publicitaires qui ont coûté très cher. Croyez-moi, je sais combien coûte un film. Quand on voit les films qui ont été faits pour rapatrier certains Ukrainiens ou Russes auprès de la CIA, ou la campagne du fameux Chut, qui fait partie de la guerre, certes, mais là qui était malvenue parce qu'on savait pertinemment que sans force aérienne, on ne gagne pas un combat. Aucune guerre ne se gagne sans appui aérien. Il y a eu une forme de malhonnêteté, mais cette malhonnêteté, elle est le résultat d'une erreur d'analyse. On a déconsidéré les capacités russes. Ça, je pense vraiment hein, qu'on a pensé que c'était une armée qui ne fonctionnerait pas. Et on a fait un pari arrogant que nous étions supérieurs. Et vous voyez, il faut faire très attention, et je pense qu'il y a aussi humainement des leçons à tirer sur les certitudes qui parfois biaisent notre regard sur la réalité d'un terrain. Deuxièmement, les Russes ont cette capacité à tout mettre, à se renouveler en permanence. Ils ont un héritage que nous n'avons plus, un héritage du sens historique et du sens de la guerre. Et ça nous échappe beaucoup. Moi, je l'ai vu en allant en Russie. Ils vivent, et encore une fois, vous savez, ça c'est très difficile. Les gens jugent leur manière de voir, de considérer les points de vue. Normalement, en diplomatie et en relations internationales, il ne faudrait pas juger, il faudrait simplement analyser. Il ne faudrait pas être dans l'émotionnel. Quand vous allez en Russie, partout, dans toutes les familles, il y a des mémorials, il y a un rappel à la Grande Guerre, à la Seconde Guerre mondiale. Ça fait partie de leur ADN. Ils se battent. Ils se battent. Et donc, évidemment, qu'après l'échec dit de Kherson, à savoir encore si c'est un échec, parce que je vous rappelle que c'est eux
qui se sont repliés et qui se sont repliés, osons le dire. C'est terrible pour les Ukrainiens, mais ils se sont repliés parce qu'ils savaient pertinemment qu'ils allaient perdre des hommes. Donc ils ont fait le choix d'aller se remobiliser ailleurs. Ils ont quitté ils sont repartis sur l'autre côté du Dniepr. Et donc on a vendu ça comme une victoire. Donc tout le monde y a cru. Il y a eu un emballement généralisé. Il y a eu un emballement international. Certains ont été malgré tout plus mesurés. Et il faut plus mesurés dans leurs analyses. Je pense à ce diplomate Gérard Haro qui disait attention, ne sous-estimons pas les capacités russes de mobilisation au sein de leurs citoyens, etc. et leur capacité à rebondir, à revoir des stratégies et des tactiques de guerre. Eux aussi ont pratiqué le fameux brouillard de la guerre avec la désinformation. Ils nous ont laissé penser qu'ils étaient faibles. Donc il y a eu un jeu de guerre informationnel où tout le monde s'est fait avoir. On a peut-être manqué, parce que tout le monde avait oublié la guerre, et là je rejoins Hubert Védrine, qui l'avait annoncé depuis très longtemps. Attention, les Européens vivent, et là je reprends ces termes, comme des bisounours. Ils ont oublié que la guerre, la guerre fait partie de l'histoire, malheureusement. Elle a ponctué les siècles et les siècles, et elle continuera, et j'en suis navrée, parce que pour les vivre, les voir, eh bien, je peux vous dire qu'il n'y a rien de gai dans une guerre, c'est plutôt un grand traumatisme pour celui qui l'a fait. On ne pense pas suffisamment aux soldats, c'est terrible, et pour toutes ces mères et ces pères et ces enfants qui vivent le deuil. Et donc, on n'a pas écouté des personnes mesurées, on n'a pas écouté Haro, on n'a pas écouté Védrine qui nous avait prévenu que la guerre faisait son grand retour. On était persuadés que les satellites, que la communication, que le retrait de Kherson serait suffisant. Et on a vendu une forme de rêve, on a voulu y croire parce qu'on est allé trop loin dans l'engagement médiatique. Je pense que ça a été très dur pour les dirigeants de rétropédaler et de se dire, bon, on a fait une erreur, on rétropédale. Et là, on est très différent des Américains, des États-Unis, qui eux ont cette capacité, et c'est très intéressant à analyser, de rétropédaler, enfin pas de lâcher, je vais rétropédaler dans leur analyse. On peut voir, attention, danger, les Ukrainiens ne sont pas prêts, attention, danger, il y a des stratégies de guerre que nous avons déconseillées ou que nous avons conseillées qui ne sont pas mises en œuvre. Les Américains ont joué sur les deux fronts. L'Union européenne, absolument pas. Elle est restée arc-boutée sur nous allons gagner, et je pense que tout le monde a voulu y croire. Et ça, vous savez, c'est terrible. Quand on ne se ment jamais mieux qu'à soi-même. Et je pense que tout le monde a été honnête en croyant à la débandade russe. C'est ça qui est terrible pour les services de renseignement, etc. et pour les analystes de plateau, c'est que finalement tout le monde s'est planté parce qu'on a été martelé, et ça c'est le brouillard de la guerre, et tout le monde s'est fait avoir par « on va gagner ». On va gagner, et donc il faudra tirer les leçons et faire un retour sur expérience de la responsabilité des plateaux télévision là-dessus. Alors je pense qu'il faut prendre les choses autrement, et c'est plus complexe que ça, mais ça ne fait pas les affaires des Occidentaux. Je ne pense pas qu'il y ait un véritable rejet, il y a désormais un désir d'émancipation de ces pays-là. Ils ont décidé de ne plus avoir l'obligation de choisir entre eux ou nous. Maintenant, eux, ce qu'ils voudraient idéalement, c'est pouvoir faire du business avec tout le monde. Ils ne croient plus ou moins au modèle occidental. Ils n'y croient plus parce qu'on a peut-être été déceptifs, et là il faut avoir l'humilité de se remettre en question, déceptifs sur des guerres que nous n'avons pas remportées. On va reciter l'Irak, etc. La Libye a causé des problèmes, s'en est suivi une baisse de confiance avec des instrumentalisations de part et d'autre en Afrique. Donc c'est le modèle occidental qui est remis en question. Il est remis en question dans le sens où, désormais,
ces pays dits du Sud global et des BRICS ont atteint un PIB qui concurrence largement et qui dépasse le G7, et donc ils sont en droit de dire, eh bien, écoutez, dorénavant, on ne veut plus qu'on nous impose des partenaires. Et on a décidé de choisir avec qui nous allons collaborer. Et si on ne veut pas mettre nos œufs dans le même panier, nous cesserons de le mettre. Et c'est en ça que nous assistons à un rebasculement du monde, c'est-à-dire que nous avons perdu de l'influence. Maintenant, nous ne pouvons plus décider pour le reste du monde, parce que déjà économiquement, eh bien, nous ne sommes plus à la hauteur, nous sommes extrêmement attractifs encore, mais d'autres pays le sont tout autant. Les valeurs que nous avons défendues bec et ongle, on voit bien qu'elles n'ont pas été mises en pratique sur certaines zones, elles n'ont pas été suffisamment pensées et réfléchies sur le continent africain, elles n'ont pas été suffisamment pensées et réfléchies pour le Moyen-Orient, elles n'ont pas été pensées et réfléchies pour là un autre conflit en cours, que ce soit l'Arménie. Donc ces pays se disent finalement il y a non pas un deux poids deux mesures, mais il y a un manque de cohérence. Et je crois que nous avons déçu. On a déçu parce qu'on avait porté des valeurs démocratiques et de droits de l'homme haut et fort, et dans des cas, le cas de la guerre, qui est un cas pratique, on n'a pas été en mesure de les appliquer. On peut reprendre par exemple ce qui se passe à Guantanamo, c'est pas suffisamment cité. Ou par exemple les Occidentaux sont sortis des valeurs qui sont les leurs, qui sont les nôtres. Le reste du monde l'a remarqué, l'a analysé. Tout cela doit être analysé également avec un croisement du développement des réseaux sociaux. Alors il faut mettre de côté la guerre informationnelle et cognitive qui se joue sur les réseaux sociaux, mais aussi, et ne pas sous-estimer, la possibilité maintenant pour le reste du monde de voir ce qui se passe à travers les réseaux sociaux et les actions des Occidentaux. Tout ça est instrumentalisé, etc., etc., mais également une fenêtre ouverte sur le monde. Vous voyez, encore une fois, il faut trouver la juste mesure et le parfait équilibre. Donc le monde a changé, oui, et la domination occidentale est terminée. Ce grand basculement du monde se joue désormais sur des pays qui ont décidé de collaborer, s'ils le veulent, avec des pays sous sanctions, et c'est là où ça a été très pervers, cette politique de sanctions. La Chine a décidé de continuer ses collaborations économiques avec la Russie, et elle n'a pas envie qu'on lui dicte ses choix. On est en retour à une forme de nationalisme, les États-nations, ils veulent penser par eux-mêmes, ils ne veulent plus que leur soit dicté ce qu'ils ont le droit ou pas de faire, et ils reprochent aux Occidentaux, en partie, l'extraterritorialité du droit américain qui leur empêche de travailler, collaborer avec des entreprises ou des pays comme bon leur semble. Et ça leur semble totalement illégitime. Et donc on assiste de fait à des pays désormais qui ont décidé petit à petit, non pas de se passer directement du dollar, mais déjà d'utiliser d'autres devises. Et ça, c'est tout neuf. Il ne faut pas le sous-estimer. On a des blocs qui ont désormais envie de repenser les institutions par eux-mêmes, les institutions post-1945, qui ne voient plus la légitimité de l'ONU, qui ne voient plus la légitimité d'utiliser une seule devise, qui n'ont pas souhaité, ces 2/3 de la population mondiale, appliquer les sanctions à la Russie. Et ça, personne ne l'a vu venir le 24 février, et c'est très surprenant. Là, encore une fois, et ça a contribué à l'absence de l'écroulement de l'économie russe. Je pense que les Occidentaux s'étaient dit, bon, on balance les sanctions, le reste du monde va suivre. Et là, on a eu un pied de nez, on ne nous a pas suivis. Et donc, rien ne s'est prévu comme l'avaient envisagé aussi bien les États-Unis d'Amérique, qui sont les premiers conseillers de ces sanctions. L'Union européenne a suivi, malheureusement, et j'espère que cela va évoluer, mais l'Union européenne, pour l'instant, est suiviste.
Et elle a loupé le coche, c'est très dommage. Elle aurait pu s'installer au milieu de ces blocs qui sont en train de se redéfinir, comme la Turquie, qui a joué, alors on la critique beaucoup, peu importe, revenons et gardons en tête ce qu'on s'est dit dès le départ. Il n'y a pas de morale en politique, hein. Il n'y a que des intérêts. La Turquie pense à ses intérêts, mais s'est positionnée également comme puissance diplomatique. On le voit, et ça trouble énormément le reste du monde dit occidental, le Qatar, qui rentre désormais dans des négociations avec la guerre entre Israël et Palestine. Bon, vous voyez que l'influence aussi bien diplomatique que économique est en décroissance, si je peux me permettre ce terme. Et donc ça s'est enclenché et ça semble irrémédiable. Donc maintenant, il va falloir, et je l'espère, sinon ça va potentiellement très mal se terminer, que tout le monde parvienne à collaborer ensemble et cesser des démarches arrogantes pour considérer les points de vue de chacun. On ne peut plus se permettre, comme on l'a fait pendant des années, de choisir les camps, de définir quels sont les camps du bien et les camps du mal. Ça ne marche plus, ça ne prend plus. Et ça, c'est le grand changement. C'est la perte d'influence diplomatique et d'American Way of Life occidentale. Il n'empêche, ce serait démesuré de dire que le modèle occidental n'attire plus, c'est faux, mais maintenant les gens ne veulent plus choisir. C'est terminé. Et nous sommes, et là c'est dommageable pour nous, nous sommes pris dans notre propre piège. Est-ce que nous devons suivre l'extraterritorialité du droit américain et ne pas faire de commerce avec des pays sous sanction? C'est une autre question. Peut-être que nous sommes obligés, parce que là, pardonnez-moi, je vais terminer sur une note peut-être plus catastrophique, ou en tout cas pessimiste. On voit bien que se mettent en place également, et très probablement, des alliances et des tensions qui semblent difficilement résolubles. Et est-ce qu'on n'est pas en train d'enclencher d'ici 2025-2030 un conflit plus mondialisé avec des alliances de fait dans lesquelles nous sommes tous maintenant contraints de nous insérer et de choisir notre camp, et ça c'est ça qui était terrible, choisir notre camp, peut-être pour un affrontement, certains y pensent, certains l'analysent, j'espère qu'il n'en sera pas ainsi, mais quand on a de cesse de nous pointer l'Indo-Pacifique et cet affrontement entre l'Inde, la Russie et les États-Unis, on voit bien quand même que les perspectives sont tout de même assez troublées et troublantes. Alors l'issue de la guerre en Ukraine est compliquée. Moi, dès le départ, depuis mars, je pars du principe, avant même l'annexion des autres oblasts, que Donetsk et Lugansk étaient perdus d'avance, ainsi que la Crimée. Donc ce profil, là, une issue à la coréenne, au mieux, hein, avec une armistice qui ne réglera rien, mais avec l'acceptation pour l'Ukraine de faire l'impasse sur certains territoires. Mais il faut l'insérer, cette analyse, dans quelque chose de plus global. On voit bien là, désormais, que tous les conflits qui étaient plus ou moins gelés sont en train de se dégeler. Et donc, il serait peut-être nécessaire de se demander si on n'est pas en train d'assister au réchauffement de tout un tas de petits conflits dans les Balkans, en Indo-Pacifique, au Moyen-Orient, l'Ukraine, qui, si ce que je vous dis se réalise, eh bien, vont de fait énormément être, nous désorienter, tous, mais là, ça sera international et global, sur quels sont les conflits dans lesquels eh bien, on va ou pas entrer, s'insérer,
soutenir, fournir des armes. On ne peut pas, vous voyez bien les difficultés que l'on rencontre déjà avec ce conflit en Ukraine, on ne peut pas avoir la tête partout et il va y avoir des choix qui vont devoir être faits. Peut-être des choix de sécurité propres pour nos nations, peut-être un conflit plus global, ce que je ne souhaite pas, mais beaucoup en parlent. Mais la guerre peut prendre ce développement post-Ukraine. C'est là où je parle vraiment d'un avant et d'un après-Ukraine, avec le dégel de ces conflits en cours hérités depuis 1991, sont assez inquiétants parce que on va assister à une autre forme de conflit, je pense, dans lequel nous ne sommes pas encore armés et prêts et que nous n'avons peut-être pas suffisamment anticipé, c'est l'accès aux ressources, la guerre aux ressources. Imaginez que les relations se dégradent avec la Chine. Bon, on fait comment pour l'accès aux terres rares, etc. Si la Chine décidait d'émettre à son tour des sanctions ou limiter l'accès aux terres rares. Vous voyez bien que le pétrole, les ressources minières, etc., eh bien, la souveraineté de l'Union européenne est limitée. Donc ça, c'est une perspective qui est tout à fait possible. Hein, ça, alors si vous cumulez une guerre économique liée aux ressources avec le dégel de conflits en cours, je suis incapable, je ne suis pas devin de vous dire ce que ça peut donner. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va devoir faire des choix difficiles, et qu'il faut s'y préparer. Donc je suis partie avec un Ukrainien, on n'a pas été imbéide par des pro-russes, évidemment qu'on en croise des pro-russes, mais celui qui va en zone de guerre, il le sait pertinemment, en zone de guerre, vous avez des agents de tous les côtés qui vous surveillent, mais ça c'est propre à toutes les guerres, et tous les reporters de guerre le savent. Après c'est à vous, avec votre esprit critique, la connaissance que vous avez sur le terrain, de trier les images, de croiser les informations, en amont, en aval, de faire une analyse, et de voir ce qui tient et ce qui est de la manipulation. Tout simplement. Vous partirez, et c'est pareil du côté ukrainien, vous savez que les images qui ont été données en 2022 étaient des images de l'armée ukrainienne. On sait que les images qui sont données là en ce moment en Israël ou en Palestine sont les images tournées par les forces armées des deux côtés. Moi, ce sont mes images. Alors c'est d'autant plus critiquable la réaction de cette presse-là, puisque moi je n'ai jamais récupéré d'images ni côté russe, ni côté ukrainien. Vous voyez ? Alors que toutes les rédactions aujourd'hui, pardonnez-moi, les rédactions, voilà, mais c'est une réalité, ils récupèrent les images qu'on leur donne en grande partie. Après, ils les tournent eux-mêmes, je ne dis pas le contraire, on les voit, mais certaines images sont remises, et d'ailleurs, vous pouvez voir sur les JT, remis par tel bataillon, etc., ou récupérés désormais sur Instagram. Moi, je n'ai jamais fait ça. Donc c'est doublement malhonnête de leur part, et ce n'est pas déontologique. Il suffisait de reprendre le générique de fin, d'appeler l'équipe et de demander comment s'était passé le tournage, et de demander à cette personne-là, je ne citerai pas son nom, celui qui veut le retrouver le retrouvera, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Comment avez-vous tourné? Qui a financé le film? C'était aussi simple que ça. Pourquoi les journaux ne l'ont pas fait? Sur une guerre aussi meurtrière, pourquoi ça n'a pas été fait? Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Mais c'est grave. Et il ne faut pas s'étonner désormais qu'il y ait une défiance généralisée au sujet de la presse. Voilà. Donc, erreur. Alors maintenant, vous savez, je ne prends plus le temps de répondre aux critiques. J'en ai encore qui tombent pro-russe, pro-russe, pro-russe. C'est leur petit jeu, j'ai compris comment ça fonctionne. Maintenant, je laisse couler. Hein, je me dis que le temps vous donne raison. Donc, je laisse les critiques. Je ne prends même plus le temps ni de les lire, ni d'y répondre. Il faut, il faut laisser couler. Ça, c'est un conseil que je peux donner aux reporters qui partent sur le terrain. N'écoutez plus. Faites votre travail. Dites-vous que si vraiment votre travail n'est pas fait correctement, vous aurez véritablement des gens qui vont faire une analyse. C'est très simple avec OSINT maintenant, satellite, etc. On dira si c'est fake ou pas. Si on vous accuse d'être pro-israélien, pro-palestinien, pro-azéri, pro-arménien ou pro-russe, c'est que vous avez bien fait votre boulot, c'est qu'on n'a rien trouvé de mieux. Voilà.